s'il vous plaît. C'est plutôt que... Jean-Philippe Tanguy, vous avez encore des questions? Allez-y. Oui, merci, Monsieur le Président. Si j'inverse la logique, est-ce qu'au contraire, durant votre carrière, vous avez alerté les autorités françaises sur l'affaiblissement de filières? Je m'explique, vous avez cité l'exemple du poulet, effectivement, avec des groupes bretons, enfin, c'est le hasard, enfin, qu'on connaît tous, et qui ont fait ça sur le long terme. Enfin, ce n'était pas non plus du jour au lendemain. Est-ce que vous, vous avez dit justement, il y a un prix, il y a un débouché. Donc vous êtes le débouché. Donc vous dites, bah, effectivement, vous parlez souvent de votre rôle de logisticien. Moi, j'ai besoin de telle quantité pour fournir, pour avoir une offre qui correspond à la demande. Est-ce que vous avez alerté les autorités compétentes, en l'occurrence Souveraineté alimentaire et le ministère de l'Agriculture, ou de la pêche pour d'autres produits, disant, attendez, là, il y a une filière française qui est en train de se casser la gueule, ça part. Donc moi, pour avoir tant de poulets transformés, des nuggets et du cordon bleu, bah écoutez, ça va pas être du poulet français. Est-ce que c'est ce type d'alerte que vous avez fait, des échanges avec les autorités, ou alors finalement la filière poulet est morte dans son coin sans que ni vous ni personne ne dise quoi que ce soit? J'ai pas retrouvé de déclaration de votre part, mais c'est peut-être une erreur, pas non plus, je suis pas non plus pique de la Mirandole sur ce genre d'alerte. Donc c'est une question ouverte, c'est pas une question piège, c'est une vraie interrogation de ma part. Je vous ai entendu récemment sur la pêche, par exemple. En tant que breton, pas loin du Guilvinec, d'Audierne, etc. C'est vraiment un sujet de... Enfin, le Brexit n'a pas... On a fait il y a beaucoup de promesses qui ont été faites. Quand même, beaucoup de nos patrons pêcheurs sont en rade, quoi. Et donc, aujourd'hui, c'est une situation de crise majeure. Alors, qu'est-ce que pèse la pêche en voie électorale ou c'est un vrai sujet, mais il y a des drames sociaux évidents dans le secteur de la pêche. J'ai fait partie, je crois que vous êtes député de... Vous connaissez la Canche, la rivière de la Canche, non? J'étais dans mon père a créé les premières ventes directes de poissons avec la coopérative d'Étaples, avec la famille Bigot. C'est Leclerc qui a créé ces premiers circuits courts des pêcheurs d'Étaples. Auchan a pris le relais aussi après, parce que c'était le groupe dominant dans le Nord. Mais au-delà des circuits de commercialisation, la maîtrise de la ressource, la taille des exploitations, le prix de l'énergie, c'est des sujets quand même qui méritent d'être traités nationalement et de manière européenne. Et c'est pas parce qu'on est passé à l'élevage plutôt que de la pêche sauvage qu'on règle les problèmes des hommes qui en vivent. Sur le plan agricole, il y a plein de filières où on a alerté. Tu parlais des farines en Dordogne. Enfin, oui, je pense qu'on a été des bons lanceurs d'alerte, mais pour ne pas orienter la critique que vers les politiques, je dirais que du côté des socioprofessionnels, il y a eu aussi récemment, depuis 2017, aussi une alliance agriculture-agro-business qui nous a laissé perplexes. Hein, et très clairement, je ne suis pas sûr que ce soit l'intérêt de l'agriculture vivrière, des petites exploitations, que de dépendre des mécanismes de marché internationaux, maîtrisés par ailleurs par plus grands que... On était dans cette discussion, je ne sais plus avec qui tout à l'heure. Je ne suis pas sûr que l'agriculture entrepreneuriale, familiale, etc., trouve son compte aujourd'hui dans l'expression socio-professionnelle. Et même, c'est très curieux, je suis un peu brouillon à cette heure-là, et vous excuserez, la journée a été longue, mais moi, je ne sais pas, par exemple, les chambres d'agriculture, je ne sais pas jusqu'où elles ont été associées à la résolution de tous ces problèmes. Il y a quand même 6 à 7 000 techniciens et ingénieurs qui pourraient accompagner les plans éco-phyto, qui pourraient accompagner de leur pédagogie, qui pourraient accompagner de leur technicité. Moi, je ne sais pas si vous avez entendu beaucoup ces institutions, mais voilà des institutions qui pourraient nous fédérer, puisque...
donc je vais dans ce sens-là. Je veux dire, il n'y a pas que le politique, quoi. Ouais. Et pour répondre à votre question, je crois me souvenir de prise de position début 2012 ou 2013, au moment de la fin des restitutions à l'export sur les ventes de poulets, qui étaient des aides européennes, je crois, qui étaient destinées à encourager l'exportation, à soutenir l'exportation de poulets français vers le Moyen-Orient notamment, et qui rendait le poulet français compétitif, et qui s'est fait complètement rafler une fois que les restitutions sont tombées, et qu'on s'est fait piquer le marché par les Brésiliens, quoi, globalement. Ouais. Je pense qu'il faut protéger et aider notre agriculture locale, qui n'est pas forcément dans la compétition internationale, qui est dans le territoire de vie, avec des labels, avec des indications d'origine qui nous plaisent par avance et dans lesquelles on ne recherche pas que l'élément pricing. Et en même temps, booster l'agrobusiness. Enfin, c'est notre pétrole vert, comme on disait à l'époque. Les deux ne sont pas incompatibles. On a bien plusieurs formes de commerce aujourd'hui qui cohabitent, quand bien même elles se concurrencent. Et je pense qu'il faut revisiter un peu les politiques agricoles à l'aune de cette cohabitation, de cette diversité. L'inconvénient que ce soit l'agrobusiness qui représente le monde agricole, c'est qu'on met l'agriculteur de derrière chez moi sur le tempo d'Avril ou de Cargill, quoi. Ça n'a pas de sens. Ils n'ont pas prise. Monsieur Tanguy, vous avez encore des questions? Merci, Monsieur le Président. Non, juste, est-ce que vous pouvez revenir, Monsieur Leclerc, même si j'ai bien pris note de vos réponses qui étaient intéressantes, mais donc si vous lancez l'alerte sur une filière, pas refaire une filière, mais moi ce qui m'intéresse, c'est le retour aussi des autorités. Parce que c'était, si vous voulez, le pendant du fait que vous n'étiez pas associé au plan. Inversement, est-ce que quand vous parlez, on vous associe pas, mais est-ce que quand vous parlez, je pense que si vous appelez Bercy, on vous répond quand même, enfin je vous espérais, vu votre poids économique comme d'autres, ou peut-être pas d'ailleurs, question ouverte. Est-ce que vous a répondu? Voilà, est-ce qu'il y a eu un retour? Est-ce que si tiens, on prend en considération, et pour pas prendre la parole de manière incessante, mais par exemple aussi, est-ce que ça vous préoccupe quand on voit des usines de Mondelez? Il y en a une à Château-Thierry qui s'en va. On en pense qu'on veut, mais nous en avons au fait. Ça veut dire que le contrôle sur la production va être moindre, les produits utilisés vont peut-être être différents. L'autre jour, je suis tombé sur une boîte de gâteaux imitation de Lacre de Lidl. Non, mais c'est des trucs concrets. J'ai regardé les produits, c'était pas du tout. Ça ressemble à du Delacre, mais c'était que de l'huile de coco, de l'huile de palme. Enfin, c'était des trucs à infarctus, quoi. Bon, non, mais donc, est-ce que ça vous pose un problème quand même quand on voit des filières gâteaux lus, bon, c'est quand même du patrimoine, qui s'en vont? C'est-à-dire que même pour vous, vous n'avez plus de contrôle sur ce qu'attendent les consommateurs. Alors, on est bien d'accord que Mondelez, c'est pas le petit agriculteur. Il nous a fait le coup et on a failli avoir ça sur le dos. Je crois que nos relations commerciales sont rétablies, qu'ils ont quand même... les grandes marques ont quand même, après avoir exagéré en prix, ont tellement perdu de marché que ça fait résonner quand même, y compris l'actionnaire et en tout cas le management. Pour ce qui concerne Bercy, je n'ai pas l'impression que Bercy ait été entendu sur les discussions des Crozailles. Vous vous rappelez de ça? Et on demandera au patron de Bercy la semaine prochaine. Voilà. Et autrement, il faut ramener la politique sur le terrain, quoi. Hein, c'est bien d'être saint-simonien, d'avoir une vision globale, mais je pense je pense que les réponses aujourd'hui, chacun a sa part de responsabilité, mais il faut que quelqu'un nous fédère sur un projet. Et il n'y a pas. Voilà, je réponds à votre question, il n'y a pas. Chers collègues. Dernière question, merci Monsieur le Président pour votre patience. Sur pour moi, dans la souveraineté alimentaire, il y a la qualité de l'alimentation. Alors, c'est un peu lié à ce que je viens de dire, mais là, c'est sur des produits de base, sains. Moi, je suis très attentif, comme beaucoup de mes collègues, sur le terrain, effectivement, à la façon dont nos compatriotes s'approvisionnent. Encore tous les week-ends, on va sur le terrain. Bon, si vous voulez donner des asperges à une famille de 4, il faut au moins 2 bottes, 10 €.
les 2 bottes. Des fraises, ça va pareil, 2 enfants, bon, 10 € pour faire le dessert. Je pourrais multiplier les exemples, les cerises, j'en parle même pas. Certain nombre de fruits qui, quand j'étais en France, quand même pas il y a si longtemps, étaient d'un accès quand même assez facile, sont devenus maintenant l'abricot des Pyrénées-Orientales, c'est un produit de table 3 étoiles. C'est considéré comme un produit de luxe qu'on va présenter, qu'on va magnifier, c'est très bien, mais c'est aussi parce que c'est considéré comme tellement cher qu'on peut vendre un produit de base comme un produit de luxe. C'est quand même quelque chose de très signifiant. Donc ma question, c'est que vous, en tant que distributeur, est-ce que c'est un objectif qui compte pour vous? Et comment on fait? Alors déjà, comment on explique ces prix très élevés pour un produit qui ne subit pas beaucoup de transformation, qui a quand même beaucoup augmenté ces dernières années avant l'inflation, hein, parce que je rappelle qu'avant la crise de l'hyperinflation, si on s'intéresse à l'inflation sur les produits frais, et en particulier les légumes et les fruits fragiles, c'est pas classifié, mais je pense que ça joue un rôle aussi dans le prix et la logistique, ça avait beaucoup augmenté en fait depuis les années 2000. Et donc tout simplement, comment on fait pour nourrir sa famille avec des produits de qualité, sains, de saison en plus, donc de saison, sans se saigner. Et si vous voulez, c'est bien les opérations 5 fruits et saison. Enfin, c'est souvent des champignons de Paris et un concombre. Alors moi, je suis pas contre, mais je veux dire, on peut pas manger ça tous les jours non plus, quoi. D'abord, il faut faire attention. Dans la période présente, on a une météo dégueulasse et tout est cher et pas bon. Enfin, pardon, je ne devrais pas dire ça. Tout est cher et pas terrible. Ouais, mais bah, l'année dernière, moi qui suis un breton de l'intérieur, c'était pas terrible non plus. Hein, donc, ouais. Mais oui, l'alimentation est chère, mais elle est chère relativement au fait aussi que tout est cher pour les consommateurs. Tout est cher. Et le transport est très cher, l'énergie est chère, le logement est devenu cher. Et donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans l'arbitrage, on peut se priver d'un... Au moment où on dit il faut manger mieux, on se replie sur le snacking. Bon, c'est comme ça, quoi. Après... nos marques, on arrive quand même, on a quand même des référents. Intermarché est aussi industriel. Nous avons 4000 emplois dans le cœur de la Bretagne. On voit bien quand même que même des produits, on arrive à marque de distributeur à être moins cher, quoi. Le marketing coûte cher, la pub coûte cher. On a tellement dit aussi à certaines coopératives, à certains groupements qu'il suffisait peut-être de faire un peu à l'italienne, un peu de cinéma autour du produit, mais non, c'est élevé. C'est la raison pour laquelle j'insiste, une distribution qui comprime les coûts logistiques, qui travaille la rationalité de ses coûts logistiques, qui travaille et qui ne met pas sur le même plan son approvisionnement local et son approvisionnement international, ça permet quand même dans la segmentation de piocher, de manger un produit premier prix mais avec le Nutri-Score tout en ayant un cru un Pic Saint-Loup de qualité. Vous voyez, c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Et c'est vrai que pour demain, avec l'ensemble des revendications, avec l'ensemble des injonctions dont entendent parler les Français tous les jours à la télévision, il y a une perspective d'inflation qui est un tue-l'amour, quoi. Qui est un vous pouvez tenir n'importe quel discours sur la bonne alimentation. Si c'est à ce prix-là, ce n'est pas accessible à tous les gens. L'histoire du pouvoir d'achat. Oui, l'histoire du pouvoir d'achat. Et l'histoire je pense qu'il y a près d'1 million, en 4-5 ans, il y a 1 million de personnes qui ont basculé dans le seuil de pauvreté ou de difficulté. C'est pour... excusez-moi, j'en fais pas un argument publicitaire, mais c'est la raison pour laquelle il ne faut pas me demander de relever les prix, quoi. Hein? J'avais Rémi Rémérotte qui avait encore une...
Très voulez court. réagir rapidement. Vous ne trouvez pas quand même que en 3 ans, avoir réussi à, j'allais dire, étouffer ce choc inflationniste qui a été, comme vous le disiez d'ailleurs, considérable, et à ne pas relancer la spirale prix-salaire, qui était le vrai risque de faire perdurer le choc inflationniste, ce qui arrive d'ailleurs dans d'autres pays. Vous ne trouvez pas que ça relève quand même d'une réussite? Je me vois pas, en tant que patron, me féliciter que les salaires n'augmentent pas. J'ai quand même ma culpabilité chrétienne. Ils augmentent pas chez vous, les salaires? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises où ils ont augmenté, d'ailleurs, Ouais. plus que l'inflation même. Ouais. Et mon père a fait passer dans le contrat des centres Leclerc un principe gaulliste dont il était issu, capitan, vallon, participation et intéressement. C'est quand même 25% du bénéfice avant impôt, dès le premier bénéfice, doit aller sous forme de gratification, d'intéressement et de participation aux salariés. Et oui. Ça n'empêche pas que le salaire n'est pas reparti comme on pouvait le craindre, même si les salaires ont subi quelques ajustements, heureusement. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Ouais. Alors, plus de questions, etc. Moi, j'en ai une dernière. J'en avais deux, mais il y en a une qui a été posée par Jean-Philippe Tinguy à ma place. J'en ai une dernière. Je vais juste vous poser, Monsieur Leclerc. Donc là aussi, c'est dans des déclarations, on va dire récentes, mais pas de vous, mais sur vous. Il y a eu un reportage de BFM TV en avril 2024 que j'ai regardé sur vous. D'ailleurs, on apprend beaucoup de choses sur vous, sur l'histoire de l'économie française et l'histoire du groupe Leclerc. Et donc, dans lequel est interrogé un ancien député, Grégory Besson-Moreau, et donc je vais citer, parce que ça nous renvoie à la discussion Egalim, qui est une discussion majeure que nous avons dans le cadre dans cette commission d'enquête qu'on a aussi vue ce soir. Et donc je cite les propos de Grégory Besson-Moreau, grand public, diffusés sur BFM TV. Donc il relate en fait des propos que vous auriez tenus en sa présence. Je vais devoir expliquer aux consommateurs pourquoi le prix du pack de Coca-Cola a augmenté de 10%. Donc on va mettre ta photo et leur expliquer. Et là, Grégory Besson-Moreau commente, c'est extrêmement violent. Fin de citation. Donc voilà, passage qui a été abondamment diffusé, vu, donc qui relate de la part d'un député très investi sur les lois Egalim lors de la précédente législature, des propos, voilà, un peu forts, quoi, si ce n'est un peu menaçants, que vous auriez eu à son encontre. Est-ce que ces propos sont justes? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Je pense que comme législateur, on serait intéressé, voilà, de savoir qu'est-ce qui s'est passé lors de la construction des lois Egalim avec, je crois, la personne qui était le rapporteur du texte. Alors, d'abord, nos rapports personnels sont bons. Ensuite, ne prenez pas pour argent comptant tous ces films qui sont faits sur nous sans nous. Je ne veux même pas. Je crois dans le cas, ils étaient filmés dans votre bureau, donc il y avait quand même non. Ah, c'était des archives. Okay. Ouais. Mais en l'occurrence, je lui ai tenu ce propos quand il défendait le fait de me faire augmenter le prix du Coca-Cola, du prix coûtant à 10% de marge. Et donc je lui ai dit, c'était plus élégant et on n'avait pas de rapport antagonique, mais c'est vrai que dans l'expression, je trouvais ça gonflé qu'un député sans assumer cette augmentation de prix vienne me demander d'augmenter ce prix sous prétexte d'aider les agriculteurs. 10% d'augmentation de prix sur le coca pour aider l'agriculteur derrière chez moi. Non, mais il faut arrêter de déconner. Et ce que j'ai dit aux députés à l'époque, comme aux industriels, c'est jamais eux qui assument ces augmentations de prix. C'est chez nous que ça se passe. Donc, dans un moment de tension sociale, n'oubliez pas ça, dans un moment de tension sociale, avec des gens au rond-point qui comptent leurs sous, aller me faire porter une mesure qui n'a pas de sens, un ruissellement qui n'existe pas, qui sert peut-être d'autres intérêts. Oui, je parle cash. Juste pour compléter, j'ai un souvenir, je ne suis pas sûr, après chacun refait un peu l'histoire selon le temps qui passe,
Je ne suis pas sûr que ce soit un propos qui ait été très adressé personnellement à Grégory Besson-Moreau. J'ai le souvenir d'interviews, mais il faudrait faire de l'archéologie médiatique, mais de l'interview de Michel Leclerc, où il avait dit ce sera aux députés qui voteront cette disposition. Moi, on mettra leurs photos, voilà, mais ce sera à eux d'assumer le SRP plus 10. Donc, ce n'était pas une menace entre deux portes dans un couloir le soir. C'était publiquement, puisque c'était sur les médias, quoi. Nous n'étions pas tout seuls. Très bien. Bon. Et, sachez une chose. Plus Sachez- de regrets, plus personne. Ouais, juste une chose. Moi, c'est vrai que j'ai de la bouteille. J'ai vécu des trucs qui n'étaient pas toujours dans le sens du consommateur. J'ai vécu des accords de groupe. J'ai vécu des... Mais je respecte le politique. Je respecte le primat du politique sur l'économie. Je pense qu'on manque de projets politiques. Je pense qu'on manque de projets fédérateurs. Donc, même si, quelquefois, le propos pris hors son contexte paraît cash, je vous respecte, je respecte l'Assemblée, j'essaye de respecter les lois. Quelquefois, je suis un peu italien, j'attends qu'il y ait 2 lignes jaunes pour regarder ou conduire. C'est très français aussi. Mais ne vous méprenez pas. À partir du moment où nous ne sommes pas considérés comme des interlocuteurs alors que ça va se passer chez nous et qu'on nous impose des choses, je trouve que ce manque de dialogue, en plus quand il est intentionnel, n'est pas correct. Et donc si on peut travailler ensemble, chacun à sa place, le primat du politique, je respecte ça. Je ne suis pas un libéral à tout craint. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci aux collègues qui sont restés si tard. Merci messieurs, madame. Nous en avons terminé pour aujourd'hui. Nous reprenons demain avec une très longue journée d'audition et dès 9h avec Stéphane Le Foll, ancien ministre de l'Agriculture. Ah ben voilà. Merci et bonne nuit.